Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et c'est vendredi, c'est bientôt la fin de la semaine. On va terminer, en tout cas, tenter de la terminer avec beaucoup avec brio, j'ai envie de dire, et avec Philippe David. Ça va, avec Cécile? les deux. Alors, oui, ça va. oui, mais là, ça jure un peu. Là. Bah oui, je sais que ça jure, mais ça contrebalance. C'est le positif et le négatif. C'est le black et le white. Black and white. Ça m'a fait penser, ça nous donne envie de chanter, d'entendre notre ami Rémi André. Ouais, allez chanter dans le champ à côté. Non, mais il fait bon, ça va être au côté là, ça donnait un petit côté joyeux. Très fort. Ne vous énervez Offrez-nous pas. les Claudettes plutôt. Ouais, bon, on en a deux avec nous. Hein. Oui, mais Virginie, je n'ose pas lui demander. Et vous oseriez pour Cécile? Bah, Non, parce que, Cécile, en fait... j'ai déjà fait quelques allusions libertines tout au long de ces mois. Donc ce que je vais faire, Philippe, c'est que je vais le faire moi-même. Je vais le demander à notre ami. Mais pourquoi je change des prénoms à chaque fois? Je ne sais pas. Valérie, maintenant je vais vous appeler Valérie Virginie. Calmel. Pas possible. Non, bah non. Je suis très attachée à mon prénom. Bah oui, non, mais très Comme tout joli, le monde, très d'ailleurs. joli, Virginie. Comme vous êtes attaché, comme Christophe Chiche est attaché aussi. Absolument, Philippe. Oui. Le mec qui n'a pas compris la blague. Allez, Non, mais j'ai décidé aujourd'hui de d'être à faire contre-courant. l'ahurie. Ça D'accord. va être l'ahurie aujourd'hui. Non, vous Oui, êtes mais les- le compte, Chaque c'est semaine. que ça vous va. Non, mais ça, je voulais amener là. Oui. Et je vous dis la vérité, c'est ahurissant. Allez, au sommaire de cette émission, allez les amis. Perte d'agrément pour Anticor et c'est un blanc-seing pour les délits politico-financiers. Le tribunal administratif a annulé ce vendredi l'agrément judiciaire d'Anticor, l'association de lutte anticorruption, avec un effet rétroactif du 2 avril 2021. Ce sésame permettait à l'association d'agir en justice dans les dossiers liés à des affaires de corruption. Le rapport public émet un doute sur sa totale indépendance, Philippe. Absolument, à cause d'un don qui représenterait 17% des ressources d'Anticor et qui sème le trouble sur ce manque de transparence dans les prises de position de l'association. Selon l'accusation, Anticor n'aurait pas respecté l'indépendance et le désintéressement nécessaire selon la loi pour obtenir l'agrément. Est-ce que ça pose pas question? Parce que finalement, qui veut tuer son chien l'accuse de la rage, c'est bien connu, sachant que Anticor avait quand même posé quelques problèmes. C'était pas terminé à Alexis Colère, un proche d'Emmanuel Macron. Est-ce que ce retrait d'agrément vous scandalise? Est-ce que vous trouvez ça normal? Dans tous les cas de figure, le numéro de téléphone est le même, le seul, l'unique, le 0826 300 300. 17 propositions de loi votées sur 574. Les propositions de loi sont-elles juste des coups de com' pour les députés? C'est notre coup de projecteur des vraies voix à 18h30, déposé par des centaines chaque année en 2023. Le nombre de propositions de loi a donc été multiplié par 4. Sur les 574 textes déposés, 70 ont été examinés en séance et seuls 17 ont été adoptés. Les députés déposent des sujets parfois surprenants qui n'ont pas vocation à aboutir. Et serait-ce un bon coup de com' pour se faire remarquer? Oui, par exemple, des propositions de loi comme celle pour interdire la vente de galettes des rois en grande surface, pour reconnaître le cheval comme animal de compagnie, ou encore pour empêcher le blocage du partage des comptes Netflix. De manière plus générale, c'est une véritable intention des députés derrière ces dépôts de textes qui interrogent. Sur les 577, il y en a quelques-uns qu'on appelle les députés lambda, qui ne sont pas connus et qui en profitent pour se refaire un nom. Est-ce que vous pensez que c'est le cas? Est-ce que vous pensez que ce n'est pas le cas? C'est de la com, c'est pas de la com. Encore et toujours un seul numéro, le 0826 300 300. Et c'est pour vous de la com' à 92%. Bienvenue, c'est les vraies voix. Jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et vous les avez entendus, hein. Philippe Bilger est avec nous. Bonjour Philippe Bilger. Bonjour, ma chère Cécile. Ça va pas trop chaud, en forme? Non, on est bien, on est bien. jamais trop chaud. On est bien, on est bien, non, on est bien. Et c'est pas. C'est à nous. Je vois que René Chiche est comme moi. René Chiche, il a son thermolactyle, il a son polo, Bas de il a son contention. pull Bas de et sa contention. veste. Je sais pas comment il fait. Bah, il n'a pas de cheveux, donc il faut bien qu'à un moment donné, il soit couvert quelque part. Là. Ça va René Chiche? Bah écoutez, ça va, c'est vendredi. René Chiche, directeur des rédactions du groupe Entreprendre Lafon Presse. Oui. J'aime bien ça. Vous avez une longue carte de visite ou pas, hein? Je n'ai pas que ça de long. Non, mais. Il parlait de son curriculum vitae. René, Non, tout de même. laissons un blanc. Laissons un blanc pour le mettre mal à l'aise. J'ai pas fini ma phrase. J'ai Allez. un long mouchoir sur moi. Ah oui. Un long mouchoir. C'est un long mouchoir, c'est ça. long mouchoir. Virginie Calmel, c'est avec nous, présidente fondatrice de Futurae et l'école des métiers de demain pour les industries créatives. Ça va? Elle est toute rouge. Là, j'avoue qu'on commence très fort cette émission. Alors moi, je vais vous parler de mes étudiants parce que demain, il y a un salon de l'étudiant, porte de Champagne.
préparé pour les alternants, les masters en alternance, et Futurae sera présent. Et je suis sûr que maintenant vous allez mettre un module Claudette chez Futurae. Moi, je ne vais pas commenter. Parce que René Chiche a cassé le match. Nous accueillons Céline qui nous appelle de Bordeaux 0826 300 300. Bonsoir Céline. Bonsoir Céline. Bonsoir Céline, à tous et à toutes. le ton est donné, j'ai envie de dire. Oui, j'ai vu ça, je vais essayer d'être au niveau. Non. Il n'y aura pas de problème. Peut-être au-dessus du niveau, si ça vous embête pas, parce que là, sinon, on va faire du rasmote avec René Chiche. Céline, vous faites quoi dans la vie? Heureusement que je suis là. Je suis juriste. Bah justement, elle est juriste. Il y en aura au moins dans l'émission. Voilà, c'est ça. Il y aura au moins quelqu'un de carré Ne dans vous cette émission. sous-estimez pas. Non, attention. Vous entendez, René Chiche? Non, j'ai enlevé ma veste, excusez-moi, j'ai pas entendu. On a posé les bracelets à côté de nous. Alors attention à ce que vous dites et à ce que vous faites. Vous restez avec nous, Céline, bien entendu. Et l'actu du jour, écoutez. Le nombre de voix obtenues pour quitter l'Europe, 17,4 millions. Cela signifie que la Grande-Bretagne a voté pour quitter l'Union européenne. 7 ans du Brexit, vous venez d'écouter Jenny Watson, qui est présidente de la commission électorale britannique. Et selon un sondage, 18% des électeurs britanniques qui avaient voté en faveur du Brexit considèrent le Brexit comme un succès, ce qui n'est quand même pas beaucoup. Voilà. Tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Un réquisitoire contre l'idée que le mal absolu serait la surpopulation carcérale, alors que pour vous, c'est le manque de places de prison. Oui, on a eu dans le monde un entretien avec la contrôleure générale des prisons, une femme tout à fait estimable, qui avait écrit dans le Canard enchaîné, qui était proche de Libération et qui a été nommée par Éric Dupond-Moretti il y a quelque temps, il y a longtemps maintenant déjà, contrôleur général. Alors elle a un discours qui est conforme à ce qu'on attend des contrôleurs généraux, c'est-à-dire qu'en permanence, il consiste à déplorer la surpopulation pénale au lieu de questionner véritablement le fait que le drame est qu'il n'y a pas assez de places d'enfermement, ce qui ne rendrait pas d'ailleurs impossible qu'un pouvoir pragmatique cherche à s'occuper de tout ce qu'il y a à faire dans les prisons. Maintenant, on pourrait régler par exemple le problème totalement indécent des matelas sur lesquels dorment encore des détenus par des actions purement gouvernementales. Il n'est pas nécessaire d'attendre la prochaine élection présidentielle pour régler cela. Donc je crois que j'en ai assez que les contrôleurs généraux des lieux d'enfermement soient compassionnels au point de faire payer leur générosité par la société tout entière. On a le droit de dire que les prisons sont nécessaires et de plus en plus, et en même temps de ne pas, être dans une sauvagerie extrême. Je veux que les détenus soient traités dignement, mais ceci étant dit, là où ils doivent l'être quand ils ont commis le pire. Virginie Calmels. Je suis d'accord avec Philippe Bilger. Comme je suis content. Complètement d'accord. Non, mais effectivement, on le sait, ça fait quand même des années qu'on parle du fait qu'il faut construire des places supplémentaires. Bon, voilà, il y a un besoin. Et évidemment, on ne peut pas rester totalement indifférent au traitement et peut-être à certains endroits qui ne sont pas à la hauteur. Néanmoins, la priorité, elle est sur davantage de places en prison. René Chiche. Oui, et puis en plus, moi je suis d'accord aussi avec vous, cher Philippe, mais en plus, on pourrait aussi un peu dépeupler les prisons en mettant d'autres peines que des peines d'emprisonnement pour des gens qui ne sont pas forcément contraints d'aller en prison, pour leur donner des peines d'intérêt général ou même des bracelets électroniques. Ça, c'est aussi une solution. D'ailleurs, on avait parlé de ce sujet il y a quelques semaines. Moi, je trouve que ça pourrait être aussi une solution en attendant effectivement qu'il y ait d'autres prisons qui soient construites et qu'il y ait d'autres places. Vous restez avec nous dans quelques instants. Félix Mathieu sera avec nous. Ce sera les 3 mots dans l'actu. Puis on va revenir sur notre premier sujet, sur cette perte d'agrément pour Anticor. C'est l'association qui lutte contre finalement les affaires de corruption, les affaires politico-financières. Absolument. 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à 19h ce soir, c'est vendredi. Tout va bien, on se détend et on vous attend au stand.
standard. Les vraies voix avec vous jusqu'à 19h avec Philippe Bilger. Aujourd'hui, René Chiche et Virginie Calmel, c'est vos appels 0826 300 300. Céline est notre vraie voix auditrice. Aujourd'hui, elle peut intervenir n'importe quand, bien entendu. Et on reviendra sur Anticor dans quelques instants. On vous entend, René Chiche. Taisez-vous, s'il vous plaît. Perte d'agrément pour Anticor. Est-ce un blanc-seing pour les délits politico-financiers? Vous répondez à notre question du jour et vous nous appelez au 0826 300 300. Et ce sont les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et vos 3 mots dans l'actu sont consensus, implosion et agrément. Ils sont d'accord pour se mettre d'accord. Une quarantaine de pays clôturaient à Paris le sommet de la finance pour le climat. Pas de Big Bang, mais quelques petits pas. Le temps du deuil pour les proches des 5 passagers du Titan. Le sait maintenant, le petit sous-marin a implosé en 1/20 de seconde sous la pression de l'eau le jour de sa descente vers l'épave du Titanic. Et puis la justice annule l'agrément de l'association anticorruption Anticor. Cette dernière estime qu'elle gênait le pouvoir en s'impliquant judiciairement dans plusieurs affaires politico-financières. Les vraies voix Sud Radio. La question du climat est devenue une blague. Qui a appliqué le protocole de Kyoto, la COP15 de Copenhague ou encore la COP de Paris? Les mots agacés du président brésilien Lula tout à l'heure à la clôture du sommet de Paris sur la finance pour le climat. Lula qui, pour autant, promet de s'attaquer à la déforestation dans le monde, à commencer par chez lui au Brésil dans les années à venir. Nous allons organiser une grande réunion le 12 août dans l'état du Pará avec tous les présidents d'Amérique du Sud qui constituent l'ensemble de la région amazonienne afin de formuler une proposition à présenter à la COP28 aux Émirats Arabes Unis. Nous allons certainement discuter avec le Soudan, le Congo, l'Indonésie, parce que nous voulons partager une proposition unique avec les pays qui conservent encore de grandes forêts. Nous voulons en faire un patrimoine non seulement pour la préservation de l'environnement, mais aussi un atout économique pour aider les peuples qui vivent dans la forêt. Le président brésilien Lula avec la traduction de Zachary Pilon. Les partisans du verre à moitié plein relèveront aussi cette promesse de la Banque mondiale: suspendre le paiement de la dette des pays les plus vulnérables en cas de catastrophe naturelle. Les États-Unis aussi assurent le monde de leur bonne volonté sur le climat par la voix de la secrétaire d'État au Trésor, Janet Yellen. Ce sommet a permis de dégager un consensus. Nous partageons l'objectif de garantir une planète plus prospère, plus saine et plus vivable. Il est également clair qu'il existe une volonté politique et un engagement en faveur du multilatéralisme pour traduire les intentions en actions. Je suis heureuse de partager la salle avec des collègues du monde entier, y compris le Premier ministre chinois. Étant les 2 plus grandes économies du monde, nous avons la responsabilité de travailler ensemble sur les questions mondiales. C'est quelque chose que nous pouvons faire et que le monde attend de nous. Janet Yellen, secrétaire d'État au Trésor des États-Unis avec la traduction de Justine Houlet. Quant à l'hôte de ce sommet, Emmanuel Macron, il salue un consensus pour réformer la finance mondiale, même si le chef de l'État français espère des mesures plus concrètes dans les années à venir. Nous sommes favorables à une taxe internationale sur le transport maritime parce que c'est un secteur qui n'est pas taxé. Et il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas taxé et qu'il ne contribue pas aux efforts partout sur la planète. Et donc je pense que c'est une très bonne cause. L'objectif ici était de continuer à mobiliser. On a un club de ceux qui pensent comme nous. Et c'est à l'Organisation maritime internationale que la négociation doit se tenir et que nous la tiendrons. Et donc nous défendrons une taxation qui peut être très modique au début. Et parce que c'est un secteur qui certes est en train de se décarboner, d'ailleurs nous l'accompagnons, mais pour lequel il est tout à fait justifié que les revenus qui sont faits, qui sont parfois très importants, fassent l'objet d'une taxation. Une taxation sur le commerce maritime pour Emmanuel Macron. De son côté, en tout cas, le réseau international d'ONG Climate Action Network critique un sommet qui fait du neuf avec du vieux. Je cite, il reproche notamment au sommet d'avoir évoqué seulement des cas possibles de suspension des dettes des pays vulnérables et non pas, par exemple, leur annulation pure et simple à ces dettes. Ce matin, chez Patrick Roger, Julien Bayou parlait de com d'Emmanuel Macron dans de cette COP. En fait, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est véritablement porté par le président? Je trouve qu'il est difficile à la fois de reprocher son inaction à Emmanuel Macron et de tourner en dérision quelque chose qui
a l'air d'être pour l'instant une réussite. Est-ce que ce sera suivi d'effets? Je l'espère, mais il faut tout de même raison garder à l'égard de ce qui peut apparaître comme une petite avancée. Et je note pour Lula, si j'ai une seconde, Cécile, que il est très contesté par ailleurs. Lula, c'est la seule chose qu'on lui reconnaît à l'heure actuelle par rapport à Bolsonaro, d'être un peu plus attentif à l'écologie. Bon. Virginie Calmels, on n'est pas un peu au bal des faux culs, justement, parce que tout le monde fait des accords de libre-échange où on fait traverser des produits, la planète entière a des produits, et on dit après, il faut faire de l'environnement. Moi, je salue le fait que ce soit une action concertée avec beaucoup de pays, parce que j'en ai un peu marre de l'écologie punitive à la française où on s'auto-flagelle alors que finalement on participe relativement peu à l'échelle du monde à la destruction de la planète. Donc je trouve que quand enfin on a une action concertée avec beaucoup de pays, dont effectivement le Brésil, et on sait qu'aujourd'hui les pollueurs c'est plutôt les Chinois et à terme les Indiens ou les Américains, c'est bien de pouvoir quand même avoir cette action concertée. Il y a de la com évidemment, mais la com doit précéder l'action. René Chiche. Oui, alors rapidement, le problème c'est qu'on a l'impression d'entendre souvent les mêmes choses après chaque sommet. J'ai l'impression qu'on entend le même refrain. Et en plus, moi j'ai aussi l'impression que c'est quand même lié à l'actualité politique dans chaque pays. Imaginons qu'aux USA, un républicain pur et dur, peut-être Trump, revienne au pouvoir. Il serait capable de remettre en cause ces accords et donc tous ces sommets finalement ne serviraient à rien. Donc ça dépend aussi beaucoup de ça. Deuxième mot, implosion. On connaît désormais le scénario du drame près de l'épave du Titanic. Le Titan, ce petit sous-marin, a implosé sous la pression de l'eau à 3800 mètres de profondeur. Le choc a été si brutal que l'implosion aurait duré quelque chose comme un 20e de seconde. Événement brutal mais si rapide que le cerveau humain n'aurait pas le temps de percevoir ce qui est en train de se passer. Semble-t-il pas le temps de souffrir. Maigre consolation pour les proches des victimes, à qui s'est adressé John Modger, contre-amiral des gardes-côtes américains. De la part des gardes-côtes des États-Unis, de tout le commandement unifié, je présente mes condoléances les plus sincères aux familles. Je ne peux qu'imaginer ce qu'elles ont enduré et j'espère que cette découverte va leur apporter un peu de réconfort dans ces moments difficiles. En tout cas, en France, ce drame trouve un écho tout particulier chez ceux qui connaissaient Paul-Henri Narjolet, ce spécialiste français du Titanic. Il a aidé l'humanité à comprendre le monde inconnu des grandes profondeurs, déclare le directeur de la Cité de la Mer de Cherbourg, qui se dit anéanti après ce dénouement funeste. Ah oui, une réaction, Philippe. Je n'y connaissais rien, mais j'ai lu avec beaucoup d'attention l'indignation de James Cameron, qui est un spécialiste de tout ça, et qui a dit à quel point les multiples avertissements n'avaient pas été écoutés, et notamment quelque chose que j'ignorais, la pression était faite pour 1300 mètres alors qu'ils sont allés à 4000. Est-ce que c'est pas de l'inconscience à 250 000 $ par personne ? Ça ressemble un peu à ça malgré tout, même si moi j'aime pas trop après un terrible drame tiré sur l'ambulance, mais en l'occurrence il y a eu effectivement, et on le constate a posteriori, un non-respect, c'était pas homologué je crois, c'était pas, ça respectait pas la nouvelle fibre de carbone. Donc c'est vrai que malheureusement on a l'impression que c'est une prise de risque démesurée. Oui, des fois l'esprit d'aventurier rime avec un peu casse-cou, avec un peu fou même. Absolument. Troisième mot, agrément. La justice annule celui de l'association anticorruption Anticor. Le tribunal administratif de Paris annule l'arrêté renouvelant l'agrément judiciaire qui permettait à Anticor d'intervenir en justice dans des dossiers de lutte contre la corruption. Un arrêté qui avait été pris en 2021. Il est annulé à titre rétroactif. En plus de ça fait craindre aux dirigeants de cette association des impacts très négatifs pour plusieurs affaires politico-financières en cours. Réaction d'Élise Van Beneden, la présidente de l'association Anticor. L'action des associations dérange le pouvoir sans aucun doute. Mais c'est au pouvoir d'être exemplaire, pas à une association citoyenne de perdre l'outil de son combat. Aujourd'hui, la justice a capitulé devant la corruption. L'agrément d'Anticor a été annulé par le tribunal administratif. Cette annulation constitue une atteinte grave à la démocratie ainsi qu'aux libertés associatives en France.
Anticor, créé en 2002, était impliqué dans 159 procédures en cours selon sa présidente, parmi lesquelles l'attribution du mondial de foot au Qatar, l'enquête contre le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti devant la Cour de justice de la République ou encore l'enquête pour prise illégale d'intérêt visant le secrétaire général de l'Élysée Alexis Kohler. Hasard du calendrier d'ailleurs, les investigations contre Alexis Kohler viennent de prendre fin aujourd'hui dans l'affaire de ses liens avec le croisiériste MSC. On en parle justement dans un instant avec cette question. Perte d'agrément pour Anticor et c'est un blanc-seing pour les délits financiers. On sera bien entendu avec Philippe Bilger, avec René Chiche et bien sûr avec Virginie Calmels. 0826 300 300 et notre invité, l'administrateur d'Anticor, Philippe Pasco, sera avec nous. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ce qu'on aime dans ce studio, c'est qu'il y a toujours une bonne ambiance à l'antenne et hors antenne, avec Philippe Bilger, Virginie Calmels aujourd'hui et René Chiche, qui rigane comme un enfant de 4 ans. Mieux vaut rire que pleurer. C'est vrai. Comme c'est bien dit. Ben moi, j'aime assez que vous ricaniez, ça me fait rire. Voilà. Ça se voit, ça se voit. Je vous le dis. Mais il faudrait dire aussi des choses intéressantes. Voilà. Mais pourquoi vous me parlez comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui contre vous? Dites-le-moi. Rien, vous êtes trop habillés. Allez. Vous avez une très jolie robe en tous les cas. On va peut-être vous laisser. Non, ça va, on plaisante. C'est vendredi, c'est pas un peu plus léger, même si les sujets. C'est vendredi, c'est la folie. C'est ça. Allez, on passe aux choses sérieuses tout de suite. Le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Depuis 2002, Anticor, association de loi 1901, lutte contre toute la corruption en France et pour une éthique en politique. Cet agrément, c'est une nouveauté qui a été instaurée par une loi de 2013 qui permet aux lanceurs d'alerte, comme ces associations anticorruption, de se constituer partie civile. Et Anticor, c'est quand même 159 dossiers en procès aujourd'hui. L'affaire Falco, c'est nous. L'affaire Ferrand, c'est nous. Si on nous retire cet agrément, écoutez bien, on est obligé d'abandonner la partie civile sur l'affaire Benalla, sur l'affaire Kohler. Il y a un certain nombre de conditions pour l'agrément et le renouvellement, dont le fait que l'association doit montrer que ses activités sont désintéressées, notamment en regardant la provenance de ses ressources. On a 6700 adhérents. Il n'y a aucune subvention, ce n'est que des dons de particuliers. Il est clair que la Macronie va être soulagée s'il y a cette annulation. Et ce matin, le tribunal administratif de Paris a annulé donc l'agrément judiciaire qui permettait à l'association Anticor d'intervenir dans des dossiers de lutte contre la corruption en cause d'une absence de transparence et un doute sur le caractère indépendant et désintéressé des dons à l'endroit de cette association. Philippe. Oui, avec en plus un effet rétroactif au 2 avril 2021. Cette annulation pourrait d'ailleurs avoir des conséquences, cet effet rétroactif, sur plusieurs actions en justice dans lesquelles Anticor est actuellement impliqué. Sur son compte Twitter, l'association a immédiatement dénoncé, je cite, une atteinte grave à la démocratie, aux libertés associatives. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est la porte ouverte pour laisser les magouilles se faire en toute tranquillité? Est-ce que ça pose pas question également la loi de 2013 qui impose d'avoir un agrément pour pouvoir faire des actions en justice? Après tout, est-ce que tout le monde ne pourrait pas avoir le droit d'ester en justice? Dans tous les cas de figure, on vous attend au 0826 300 300. Et donc cette perte d'agrément pour Anticor, est-ce un blanc-seing pour les délits politico-financiers? Vous dites oui à 92%. Et pour en parler, Philippe Pasco est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Sud Radio. Vous êtes administrateur d'Anticor, auteur des livres Le pouvoir du pire, édité chez Max Milo, et Les cons ça ose tout, mais aussi publié chez Bonneton. Philippe Bilger, on revient avec vous tout de suite dans un instant, Philippe Pasco. Philippe Bilger, Anticor qui perd son agrément, ça pose des questions. Alors, à partir des données superficielles dont je dispose, j'ai lu un peu l'argumentation du tribunal administratif. Il semble que c'est un ancien d'Anticor qui avait interjeté une action et apparemment, selon le tribunal administratif, Anticor ne correspondrait pas à l'association qui devrait avoir l'agrément. Alors, je n'en sais rien. Si c'est le cas, il y a la possibilité de faire un recours contre cette décision du tribunal
administratif, mais je suis d'autant plus serein dans ce domaine que moi-même je suis un partisan de l'action d'Anticor en général. Je considère qu'elle a eu un rôle, ou qu'il a eu un rôle très positif, notamment pour pallier, combler des vides de l'action judiciaire quand celle-ci était peut-être atténuée, voire étouffée par le pouvoir présidentiel. Et donc, mais simplement, je ne ferai pas un procès d'intention aussi radical en disant que c'est la fin d'Anticor et une volonté de l'étouffer. Virginie Calmels. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Philippe Bilger. Moi, ce qui m'intéresse quand même beaucoup, c'est cette histoire de rétroactivité. Parce que je pense que... une loi rétroactive est une loi scélérate, par principe. Par principe, moi, je suis opposée à la rétroactivité dans tous les domaines. Parce que je trouve que ça veut dire qu'on concourt dans une compétition sans en avoir les règles du jeu ou qu'on change les règles du jeu a posteriori. Donc, ça me dérange par principe. Là, je dirais que c'est encore pire parce que on voit bien que ça va nourrir tous les fantasmes. Réel ou supposé, parce qu'on a l'impression que c'est pour, au fond, nettoyer toutes les procédures en cours. Donc c'est extrêmement gênant, et je me demande d'ailleurs pourquoi cette rétroactivité, parce que je peux comprendre des arguments administratifs mis en avant, même si je suis comme Philippe, je découvre, mais admettons qu'effectivement le fait qu'il y ait un donateur à 17%, ce soit pas contraire à ce qu'aurait dû être l'indépendance de l'association, admettons. Cet aspect rétroactif me dérange, et par ailleurs, je salue également l'action qu'Anticor a menée, parce que je pense qu'elle était salvatrice pour la démocratie. René Chiche. Eh bien, je partage les avis de Philippe et Virginie. D'abord, je trouve que c'est une atteinte quand même à la démocratie, parce qu'effectivement, Anticor, c'est une institution, un organisme qui, je trouve, est très important dans la vie démocratique d'aujourd'hui. C'est important d'avoir un peu des contre-pouvoirs comme ça, qui sont indépendants et qui mènent des actions hors du pouvoir et hors du parquet, si j'ai bien compris. Surtout dans les affaires politico-financières. Bon, alors en plus, c'est un peu quand même brouillon, cette histoire d'agrément qu'on enlève, parce qu'en fait, ça serait un ancien cadre d'Anticor qui aurait... Ça ressemble un peu à une petite vengeance personnelle, semble-t-il. Puis en plus, ce qui est quand même un petit peu troublant dans ce dossier, c'est que effectivement, il y a beaucoup d'affaires qui concernent quand même des proches du pouvoir et qui sont actuellement traités par Anticor. C'est vrai que c'est un peu surprenant. Il y a quand même il est un peu moins proche que actuellement du président, il y a l'affaire Benalla, il y a l'affaire Collère, même si je crois qu'elle est terminée visiblement, l'affaire Collère ou pas, apparemment. A priori. Il y a quand même aussi Dupond-Moretti qui est un petit peu visé par Anticor. Il y a beaucoup d'affaires qui se rapprochent du pouvoir. Donc moi, je suis tout à fait opposé à cette mesure qui vise à enlever l'agrément Anticor. Vous êtes scandalisé par cette décision du tribunal. Vous êtes totalement d'accord avec le tribunal ou vous avez 50 nuances? Appelez-nous au 0826 300 300. Philippe Pasco, alors c'est étonnant parce qu'il y a beaucoup d'informations qui se catapultent. C'est-à-dire que de ce que vient de dire Philippe Bilger, d'un autre côté, quand on lit la presse, on nous dit que 17% des dons sont un petit peu... c'est pas très clair, manque de transparence, et ce serait aussi l'objet de ce manque d'agrément. C'est quoi la vérité aujourd'hui, si on doit poser le... Qu'est-ce qu'on reproche aujourd'hui à Anticor? D'avoir reçu 17% entre guillemets de dons d'une personne qui est proche de Montebourg. Moi, je suis proche du pape. Est-ce que je suis un catholique intégriste? Mon premier patron s'appelait Henri Krasuki. Est-ce que je suis communiste? L'argument est totalement fallacieux. C'est pire que ce que vous avez dit. Parce qu'il faut que vous sachiez que dans le jugement là d'aujourd'hui, non seulement c'est rétroactif au 21 avril 2021, au 2 avril 2021. L'appel n'est pas substantif. C'est-à-dire qu'on va peut-être faire appel et on va le discuter demain en conseil d'administration, mais de toute manière, l'appel n'est pas suspensif. Quand je vois la façon dont ça a été fait, l'agrément, nous avons mis 8 mois à l'avoir. 8 mois de bagarre. L'agrément a été mal rédigé par le service du Premier ministre. Et au tribunal, l'avocat du Premier ministre n'était même pas là. Le procureur de la République, qui nous a, entre guillemets, accusés, est pas un proche, mais un ami de M. Collère. Il y a un petit avocat qui n'avait aucun intérêt à l'affaire, en mal de reconnaissance médiatique, qui est venu plaider contre le fait qu'il fallait retirer l'agrément à Anticor. Mais on est dans quel monde aujourd'hui? Quand on supprime tous les contre-pouvoirs dans un pays, on appelle ça comment? On appelle ça une approche vers la dictature. On appelle ça tuer toute représentation qui est contraire à la ligne définie par le pouvoir. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et c'est vrai qu'Anticor, depuis 20 ans, se bat
contre la corruption et pour une éthique en politique et en économique. Et ça plaît pas. Mais si Anticor n'avait pas été là, et je demande aux gens de nous rejoindre, plus nous serons nombreux, plus nous arriverons à les faire plier. Si Anticor n'avait pas là, l'affaire Ferrand n'existerait pas, l'affaire Colère n'existerait pas. Monsieur Falco, qui s'est servi pendant X années dans le frigidaire du conseil départemental et qui faisait nettoyer ses chaussettes avec l'argent des contribuables, n'aurait pas été condamné. Si Anticor n'était pas là, il y a plein d'affaires aujourd'hui qui n'existeraient pas. Et j'ai peur qu'à force de supprimer tous les contre-pouvoirs, comme le gouvernement est en train de le faire, pas seulement avec Anticor, il est en train de le faire avec la Ligue des droits de l'homme, il est en train de le faire avec le soulèvement de la terre. Il y a plein de procès bâillons contre des petits organismes médias qui sont indépendants. La dictature s'installe et la mafia est en train de s'installer. Juste une question pour qu'on comprenne bien, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, c'est pourquoi cette rétroactivité, oui c'est ça, oui. Sur cette date clé en fait. Ben c'est simple à comprendre quand vous regardez un petit peu les choses. Il y a plein de procès comme le procès Benalla, etc., qui vont prendre du retard, qui vont se perdre dans les tiroirs, parce que Anticor ne pourra plus se porter partie civile. Il y a 3 associations en France qui peuvent se porter partie civile. Transparency, Sherpa et Anticor. En réduisant, et chacun a son secteur bien précis. Nous, le secteur d'Anticor, on visait vraiment les politiques et l'économique. Ça gêne énormément de monde. On vient de recevoir un message de quelqu'un qu'on connaît bien sur Sud Radio, c'est Éric Revel, comme on a un éminent juriste, même notre auditrice est juriste. Selon l'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif. C'est un principe général du droit qui régit l'application de la loi dans le temps. Philippe Bilger, c'est légal, parce que parfois il peut y avoir des décisions bizarres, de faire une loi, enfin, de prendre une mesure à effet rétroactif? C'est plus que douteux. Moi, j'ai connu la possibilité de lois rétroactives lorsqu'elles étaient des lois de forme et qu'elles adoucissaient le sort de la situation à laquelle elles allaient s'appliquer. Mais si vous le permettez, j'aimerais poser une question. Je comprends bien votre irritation. Est-ce que tout de même vous pouvez considérer que le tribunal administratif, avec la réputation de la justice administrative, peut être aussi partisane que vous le dites? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose tout de même qui pourrait laisser penser peut-être que la décision n'est pas aussi partiale et que peut-être il y aura un recours possible qui vous donnera satisfaction? À la base, l'agrément que nous a donné le Premier ministre Castex à reculons était mal rédigé. Et il a mis du temps à être accordé. Ça, c'est vrai. Non, voilà. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer n'importe quel petit juriste de base pouvait à la limite le contester. À la limite, on se pose la question légitime. Est-ce que ça n'a pas été fait exprès? Un piège? Quelqu'un s'empare de ça. Est-ce que c'était pas un piège? C'était aussi simple que ça. Mais qu'est-ce qui est mal rédigé? Parce que, excusez-moi, qu'est-ce qui est mal rédigé, qu'on comprenne? Un des articles de machin est mal rédigé. Et il y a des gens qui se sont engouffrés dedans par aigreur, par tout ce que vous voulez. C'est aussi simple que ça. Mais ça veut dire que personne n'a vérifié, ni les personnes d'Anticor, personne n'a vérifié. Mais si, on a vérifié. Mais vous savez, quand vous voulez mettre la virgule à la place d'un point de suspension, et qu'en fin de compte, vous avez mis un point de suspension à la place de la virgule, vous ne faites pas forcément attention au démarrage à ça. Nous, on était tellement contents d'avoir l'agrément qu'on a roulé. À partir du moment où vous êtes quelqu'un de malveillant, entre guillemets, vous fouillez, vous cherchez la petite bête. Ils ont cherché la petite bête dans un agrément qui était mal rédigé et ils ont foncé dessus. C'est là la malhonnêteté. La malhonnêteté aussi, c'est le rétroactif. La malhonnêteté, c'est que l'appel n'est pas suspensif. Pourquoi on fait ça? Si on regarde au 2 avril 2021, il y a plein de procès auxquels Anticor s'est attaché en portant plainte avec partie civile qui vont être abscons, qui vont être annulés. Ça remet en cause toutes les procédures contre certaines personnes, des personnes importantes. Allez, René Chiche. Oui, non, je voulais poser une question à Philippe Pasco. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur cette histoire de règlement de compte interne au sein d'Anticor, puisqu'il paraît que tout est parti de là. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Je veux dire, qu'est-ce que je vous dis? Il y a deux adhérents, un adhérent actuel et un adhérent ancien, avec qui on va sans doute s'en occuper, qui par aigreur ont attaqué Anticor. Ça arrive partout. Mais ça veut dire quoi par aigreur? Je sais pas. Je veux pas rentrer dans ce genre de détails. Je rentre dans le fait que je veux pas accuser ces deux personnes. Ils pensent qu'ils ont raison, qu'ils y aillent. Ce que je dis simplement, c'est que c'est pas logique
qu'on ait pu rédiger un agrément de cette façon-là. C'est pas logique que le propre avocat du Premier ministre n'est pas venu au tribunal. C'est pas logique que M. Thiriez soit un copain de M. Collère. Il aurait dû se déporter. Il y a un tas d'erreurs, il y a un tas de choses bizarres dans ce jugement. Je dis simplement, et encore que si on tue tous les contre-pouvoirs, et on ne peut pas dire qu'Anticor n'est pas un contre-pouvoir, on nous accuse par exemple, et ça a été un des arguments, que nous sommes une organisation de gauche. C'est faux. Nous sommes une association transpartisane. Il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche. Quand on attaque la petite copine de M. Mélenchon, on nous accuse d'être d'extrême droite. Quand on attaque Collère, on nous accuse d'être d'extrême gauche. Nous sommes transpartisans. Nous ne tapons pas à droite, nous ne tapons pas à gauche. Nous tapons contre la corruption dans tous les domaines. On est contre le système de corruption qui s'installe en France. Virginie Calmes veut réagir. Oui, je reviens sur la question que vous a posée tout à l'heure Cécile de Minibus, sur la fameuse date du 2 avril 2021. Parce que vous avez répondu, ça c'est votre interprétation, que cette date aurait été fixée à dessein pour en gros effacer tout un tas de procédures qui dérangeraient le pouvoir en place. Mais si je reprends l'affaire Benalla, c'est antérieur. Enfin, il y a plein de... Pourquoi cette date du 2 avril 2021 ? On voudrait comprendre en fait... C'est la date à laquelle on a eu l'agrément. D'accord, c'est la date à laquelle vous avez eu l'agrément. Donc c'est à ce moment-là que ça a été publié. D'accord. Donc et toutes les affaires en cours depuis risquent d'avoir des problèmes, y compris l'affaire Benalla. Restez avec nous, 0826 300 300 avec Céline qui est avec nous. Céline. Céline ? Céline ? Oui. Oui. Alors, vous vouliez réagir. Vous voulez réagir. Est-ce que pour vous... alors... Oui, on vous écoute. Oui. Alors moi, je suis en effet complètement choquée par ce que j'apprends, parce que à vrai dire, j'étais pas au fait de ce qui s'était passé aujourd'hui, donc je me suis renseignée avant d'intervenir. On a vraiment l'impression d'une politique bananière, en fait. C'est juste hallucinant. C'est-à-dire qu'en effet, une institution, enfin une association qui a vocation à réguler en effet ces histoires de corruption dans tous les sens, se fait taper dessus à bras raccourcis à longueur de journée. Enfin, déjà, c'est le premier point qui est juste lunaire. Et par ailleurs, cette histoire d'agrément qu'ils mettent des mois à obtenir est rédigée avec les pieds. Donc, en fait, on peut en effet se poser la question à qui profite le crime, et on voit très bien à qui profite le crime, parce qu'ils ont tous les juristes compétents pour rédiger un agrément correctement. Enfin, faut arrêter de prendre des vessies pour des lanternes. Donc, à partir du moment où ils l'ont rédigé en effet avec des failles, c'était bien pour laisser l'opportunité à des personnes de le contester et de pouvoir en effet faire prendre le fond à tout un tas de dossiers et d'affaires qui dérangent notamment la Macronie. Philippe Pascaud, pour réagir aux propos de Céline, notre vraie voix du jour. Nous, on n'est pas contre la Macronie. On est contre la corruption. Et la corruption, aujourd'hui, en France, n'est pas de droite et de gauche. Ça devient un système. Et nous, on lutte contre le système. Il est évident que ces gens-là se réveillent pour se battre contre. Et ils sont en train d'étouffer toutes les voix qui ne sont pas dans les rails. Et Anticor, je le répète, est une association transpartisane. Depuis 20 ans, nous avons des gens de droite, des gens de gauche au conseil d'administration. Donc leurs arguments ne tiennent pas la route. Quand on nous dit qu'on a reçu un don de quelqu'un qui est proche de Montebourg, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'annulation d'un agrément? Est-ce que moi, je reproche à certains gouvernants de recevoir des dons de certaines personnes quand ils se présentent aux élections? Donc ça veut dire que ce qu'on vous reproche n'est pas motivé. Le seul motif, c'est de dire vous avez reçu un don d'un proche de Montebourg. C'est ça le motif, en fait. C'est ça le motif. 17% en plus, il n'y a pas de règle qui dit qu'on devait recevoir plus ou moins. 17%, c'est que dalle. Il nous a fait un chèque de 60 000 €. Nous en sommes à 220 000 € de frais d'avocat sur 159 dossiers. Donc c'est que dalle. Mais Philippe, l'excuse. Oui, Philippe Pascaud, mais quand j'entends votre discours, en fait, vous voulez dire que c'est donc le pouvoir politique, en l'occurrence le cabinet du président de la République, qui a mené toute cette opération, visiblement. Je ne peux pas l'affirmer. Je dis simplement qu'il y a un faisceau de présomption, parce que là on va parler justice, qui me fait dire que ce procès-là n'est pas innocent. Ce qui me fait dire que la façon dont on a rédigé l'agrément n'est pas innocent. Qui me fait dire que le procureur, pendant le tribunal, qui est un ami de Collère, ce qui nous a accusés n'est pas innocent. Donc si vous dites que c'est un ami de Collère, c'est donc ça vient donc du cabinet du président de la République, à vous entendre. Tirez-en les conclusions que vous voulez. Non, mais c'est à vous de le dire, c'est pas à moi. Vous êtes suffisamment intelligent
Vous êtes suffisamment intelligent pour conclure à la chose. Moi, je ne vais pas en plus rajouter une pierre à l'édifice. Philippe Pascaud, il y a des faits, qui me paraissent bizarres sur cette affaire de retirer l'agrément Anticor, qui quelque part, depuis 20 ans, défend la démocratie. Philippe Pascaud, je vous posais une question, mais une réponse en 20 secondes. Est-ce que vous avez reçu le soutien de Sherpa et de Transparency, les 2 autres associations qui ont un agrément? Oui. On commence à avoir le soutien de milliers de personnes. Et je pense que les gens qui nous ont attaqués ont fait une grosse erreur. Parce que je vous assurais que depuis cette affaire, les adhésions n'arrêtent pas d'arriver à Anticor. Nous allons bientôt être 10 000 personnes. Philippe Pascaud, si votre travail, c'est d'aller contre tout ça, pourquoi ne pas le dire clairement à ce moment-là? De dire, je pense sincèrement que c'est une action volontaire contre nous. Pourquoi vous ne le dites pas à ce moment-là? Pourquoi vous passez par des chemins de... Mais je passe pas... Qui passe par des chemins détournés? Non, mais c'est une question que je vous pose. Anticor ne passe pas par des chemins détournés. Par contre, qui passe par des chemins détournés pour nous retirer l'agrément? Mais vous excluez totalement l'incompétence. Parce que vous savez, aujourd'hui, on est de plus en plus frappé aussi par quand même une incompétence à certains niveaux, là où on ne l'attendrait pas. Ça, vous l'excluez totalement. Vous prêchez un convaincu, chère madame. Quand je vois un rapport de corps, là, dernièrement, qui parle justement, on en parlera tout à l'heure. C'est un de mes sujets, mais c'est pas à moi de le dire. C'est pas à moi de le dire. Merci beaucoup. Je dis simplement qu'on attaque une association qui est transpartisane et qui défend depuis 20 ans la démocratie en France. Et que si on l'étouffe, quand il n'y a plus de contre-pouvoir, les dictatures arrivent. N'hésitez pas à adhérer à Anticor. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre témoignage, Philippe Pascaud, administrateur d'Anticor et auteur du livre Le pouvoir du pire, édité chez Max Milo. Vous restez avec nous dans quelques instants. Le quiz de l'actu. Je vous préviens, dans ce jeu, il n'y aura pas de corruption. Je vous le dis tout de suite. Je serai l'anticorps de cette séquence. Allez, tout de suite, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Avec Philippe Bilger, avec René Chiche et avec notre amie... mais pourquoi je vais vous appeler Valérie aujourd'hui? Virginie, c'est dingue. Je sais pas pourquoi. C'est pas votre deuxième prénom, vous êtes sûr? Stéphanie Calmel. Mais c'est dingue. C'est fou, ça. Et avec Céline qui est avec nous au 0826 300 300. Contre qui vous avez envie de jouer, chère Céline? Sachant que ce sera votre adversaire, bien entendu. Oui, alors entre juristes, même si nous n'avons pas le même niveau, Philippe. Oh là. Chère Céline, vous êtes une femme à risque. Oui. Vous allez gagner. Pas forcément. On est prêts. Attention, parce que Virginie et René, vous êtes ensemble, donc avec Céline, c'est une question. C'est parti. Qui c'est qui l'a dit? À Fabien Roussel, si on veut l'union, on a la pratique. Corbière? Bonne réponse. Alexis Corbière. Très Bonne bien. réponse. 2 points pour Céline. Attention. Question, qui c'est qui l'a dit sur l'implosion du sous-marin Titan? Je suis frappé par la similitude avec la catastrophe du Titanic, où le capitaine a été averti à plusieurs reprises de la présence de glace devant son navire. Bonne réponse. James. Son prénom? James. Oui, ça aurait pu être David, qui a été Premier ministre britannique. Merci de m'avoir permis de sauver l'honneur. C'est pas fini. Cécile. Qui c'est qui l'a dit sur le sommet pour un nouveau pacte financier? On ne peut régler aucun problème si le monde se divise. Ici à Paris, la planète est là. Macron. Bonne réponse de René Chiche, qui a été un poil plus rapide. Mais vous êtes ensemble. Emmanuel Macron. Je savais que c'était lui, mais il faut le dire. Oui, il faut le dire. Qui c'est qui l'a dit sur l'adhésion de l'Ukraine à l'UE? L'Europe sera plus protégée, plus solide. Van der Leyen? Non. Zelensky? C'est un Belge. Un Belge. Charles Michel. Bonne réponse de René Chiche. Charles Michel, le président du Conseil européen. Effectivement. Qui c'est qui l'a dit dans le cadre de la réforme des retraites? Emmanuel Macron ne sait pas où il va. Nous, si. Ah c'est un LR. Oui. Mais c'est qui? C'est Marleix. Bonne réponse de René Chiche. Est-ce que je lui ai donné? Moi, je prends mon temps, je réponds bien. Un partout. Qui c'est qui l'a dit sur Dominique de Villepin qui critiquait la droitisation des LR? Ça fait très longtemps qu'il s'est éloigné de la vie politique. Il ne mesure pas l'état du pays. Ciotti. Bonne réponse, Éric Ciotti. Et collégial féminine. avec Céline qui a répondu correctement aussi. Bravo Céline.
Qui c'est qui l'a dit sur le sommet Nord-Sud? C'est une immense hypocrisie. Emmanuel Macron se donne le beau rôle. Julien Bayou. Bonne réponse de René Chiche. Mais il n'attend même pas la fin de la question. Julien Bayou, parce que j'ai entendu une interview ce matin de Patrick Roger. Ouais, et je n'avais pas fini. Absolument. Donc vous ne gagnez qu'un seul point. Allez, dernière question. Qui c'est qui l'a dit? Qui c'est qui l'a dit sur la séquence d'après-retraite? Nous ne repartirons pas dans des discussions où on fait semblant de nous écouter. Binet? Non. L'autre. Léon. Bonne réponse de René. Marie-Lise Léon. Il est déchaîné ou quoi? Il est déchaîné. C'est un métier. C'est un métier. Ben, il travaille dans la presse. En fait, il a travaillé aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Il travaillait mes blagues. Il savait qu'il était à côté de Virginie. Ben, bien sûr. En tout cas, Céline, bravo, vous avez gagné. Céline. Bravo Céline. Bravo. 14 à 2. Hein. 14 à 2, c'est un très beau score. Allez, vous restez avec nous, Céline. On vous accueille bien sûr jusqu'à 19h. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David sur les jeunes qui gaspillent tous les produits alimentaires. En tout cas, une enquête de folie. Oui, c'est incroyable. 0826 300 300, c'est votre numéro. On est ensemble jusqu'à 19h avec nos vraies voix. Tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Virginie Calmel, c'est avec nous et avec nous René Chiche, The Famous. Vous faites un peu patron de presse à l'américaine, on dirait. Oui. Philippe Bilger est avec nous. On a un peu arrêté des hyperboles sur lui. Oui, j'arrête. J'ai mis mes lunettes parce que votre beauté ici vous éblouit. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Mais je les enlève aussi. Virginie, je crois qu'il essaye de nous acheter, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne marchera pas. Non. On va prévenir Anticor. Mais il a utilisé un argument initial qui est très fort. Il est fou, incroyable. Pas sûr. 0826 300 300, c'est ce qu'on appelle de la drague à l'ancienne. Tout de suite, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Et ce coup de gueule sur les jeunes et le gaspillage alimentaire, Philippe? Oui, Cécile, un tiers des aliments produits sur la planète sont jetés sans être consommés, ce qui représente, rien qu'en France, 150 kilos par an et par habitant. Un scandale quand on pense au nombre de personnes qui ne font pas 3 repas par jour. Mais outre ce premier coup de gueule, j'ai envie d'en faire un second, puisque selon une étude OpinionWay Smartway publiée hier, ce sont les jeunes qui gaspillent le plus les denrées alimentaires. Les 18-24 ans jettent en effet jusqu'à 4 fois plus que les 65 ans et plus. 42% des 18-24 ans déclarent jeter un produit en raison d'une date de péremption dépassée, contre seulement 20% des 65 ans et plus. Enfin, 27% des 18-24 ans reconnaissent parfois jeter des produits avant que la date limite de consommation soit atteinte. Et je peux vous le dire, on peut consommer un produit 5, 10, 15 jours, notamment les yaourts, sans aucun problème après la date de péremption. Alors si je pousse ce coup de gueule, c'est parce que lors de mes tweets ou de mes coups de gueule sur Sud Radio, contre les délires de fin du monde qu'on essaye de nous vendre, on veut nous faire arrêter la viande et le poisson et ne prendre l'avion que 4 fois par an, dans notre vie, je me suis pris des dizaines de fois ce commentaire agiste. Ok, boomer. Alors aux jeunes qui jettent de la nourriture, pensez à l'empreinte carbone que ce que vous jetez à produit, et à ceux qui ont faim, surtout pour des produits périmés depuis peu ou encore dont les dates de consommation ne sont pas dépassées. En clair, si vous êtes vraiment écolo, comportez-vous comme les boomers. Bravo. On a des nouvelles de Greta Thunberg ou pas? Ah ouais, Greta Yo-Yo, tiens, c'est comme ça que je la surnomme. Parce que hier, j'ai ressorti un de ses tweets où je me suis repris un hockey boomer. Il y a 5 ans et 2 jours, elle nous disait qu'un grand expert du climat dirait que l'humanité disparaîtrait sous 5 ans si on n'arrêtait pas les énergies fossiles. Je veux dire, je la prendrais pas comme voyante. Philippe Bilger, un mot? Non. Vous avez raison, ça, je suis d'accord sur elle, sans problème. Oui, je suis pas une fan de Greta Thunberg non plus. Moi non plus. Et je pense que la jeune génération est très sensibilisée à la défense de la planète et c'est une bonne chose, mais effectivement qu'elle se l'applique, y compris dans ses comportements quotidiens. René Chiche. Ça chauffe. Là. Moi, j'approuve totalement votre chronique. Je la trouve extrêmement pertinente, franchement. Et c'est vrai que c'est vrai qu'il y a cette nouvelle génération est quand même un petit peu spéciale. Elle parle d'écologie. Et en même temps, elle est sur les réseaux sociaux et elle regarde YouTube toute exactement, la journée. Elle se comporte d'une manière un petit peu consensus ce soir. Non, mais c'était intelligent ce que disait Philippe. Un peu de dissidence. On va faire revenir Françoise. Françoise qui? C'est son anniversaire hier, d'ailleurs. Il faut un petit peu de pluralisme. Bon anniversaire, s'il vous plaît, c'était plus sain. Oui, mais quand ça vole très haut, ça fait consensus. Oui. Ok, super. Allez, tout de suite le top clic avec Félix Mathieu. Les vraies
Voix Sud Radio, c'est le Top Clic. Et pour certains, Félix, c'est la préhistoire des réseaux sociaux. Oui, c'est ça. La suppression annoncée des skyblogs suscite beaucoup de commentaires. Après 21 ans d'existence, les skyblogs vont être supprimés le 21 août. Autrement dit, eh bien, le cimetière des adolescences du début des années 2000 va disparaître. Beaucoup de ces blogs étaient un peu restés tels quels, un peu oubliés de tous ces dernières années. Alors remontons un peu le temps à l'époque des conversations sur MSN. Alors ça, c'était un whiz. Avant Facebook, donc, les ados, il y a 15-20 ans, partageaient leurs photos, leurs délires. Ils lâchaient leurs disaient-ils, des commentaires écrits en phonétique sur ces skyblogs. Finalement, Facebook, puis les autres réseaux sociaux ont un peu réuni les fonctionnalités d'MSN pour les discussions et de ces blogs pour les publications. En tout cas, après l'annonce de la suppression des skyblogs, même l'INA, l'Institut National Audiovisuel, y va de son petit sujet d'archives pour l'occasion. Est-ce que vous savez ce qu'est un blog ? Pas du tout, je suis pas de la région, alors c'est peut-être... Blog, un terme anglais qui désigne ces pages personnelles aux allures de journaux intimes que l'on trouve sur Internet. Les étoiles brillent encore et toujours, mais tu ne m'as toujours pas remarqué. Poèmes, photos avec les copines, idoles du moment, tout y passe. Tout y passe, mais tout passe. Avec le temps va, tout s'en va. Si vous aviez un Skyblog et que vous vous souvenez par miracle de son adresse, vous avez donc jusqu'au 21 août pour aller y faire des captures d'écran, pour récupérer vos vieux dossiers, pourquoi pas vos photos de soirée de 2005, avant qu'elles ne soient définitivement mises hors ligne le 21 août. Oh, c'est la fin d'une époque, oui. Skyblog. Vous avez eu des blogs, vous ? Oui, Philippe, vous non, non. Oui. Bah, si vous avez un blog. Si vous avez un blog. Oui, Skyblog. Le Skyblog, c'était le truc des adolescents. Moi, mes enfants avaient un Skyblog dans le début des années 2000. Pour rendre à César ce qui est à César, c'est la radio Skyrock qui avait développé les skyblogs. Voilà, c'est ce que j'ai dit, Skyrock. C'était le 1.0, c'est-à-dire que vous ne pouviez pas répondre. On a pris un gros coup de vieux là. Autre sujet. Beaucoup plus sérieux, on en parlait juste avant le journal de 18h, la suppression de l'agrément d'Anticorps provoque un certain émoi, c'est le moins qu'on puisse dire. À tel point que le hashtag Je soutiens Anticorps s'est hissé en top tendance ce soir après l'annonce de l'annulation de l'agrément qui leur permettait de porter en justice les affaires de corruption. Les oppositions crient au pouvoir qui veut museler les contre-pouvoirs. Quant à la première concernée, l'association Anticorps, elle tweet: Anticorps a déposé une nouvelle demande d'agrément. L'association exhorte les autorités compétentes à intervenir afin de restituer à l'association les moyens de son action devant la justice et de poursuivre la défense de l'intérêt général. Et on suivra ce sujet, bien entendu. Merci beaucoup. Merci Félix. Félix Mathieu, vous restez avec nous à suivre. Bien sûr, il y aura le coup de projecteur des vraies voix. On va revenir sur les 17 propositions de loi votées sur 574. Est-ce que les propositions de loi ne sont pas des coups de com' finalement des députés ? Vous dites largement oui à 92%. Et juste avant, ce sera le tour de table de l'actu de nos vraies voix du jour. Virginie Calmels, René Chiche et André Bilger. Et Philippe Bilger. J'ai un problème avec les prénoms aujourd'hui. Décidément, voilà, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et aujourd'hui, pour notre plus grand plaisir, Virginie Calmels est avec nous. On parle de votre petite et jolie école, Futurae, Virginie. École des métiers de demain, dans les industries créatives, pour tous nos futurs bacheliers dans quelques jours qui peuvent s'inscrire. École post-bac, qui offre des bachelors en 3 ans, des masters en 5 ans et des alternants. Et demain, salon de l'alternance, salon de l'étudiant en porte de Champéret à Paris. Et pour les alternants. Avec René Chiche et Philippe Bilger aujourd'hui. Tout de suite, le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Encore ces stupides actualités. Ça dépend de la masse d'informations. Quand il a rien à dire, il dit rien. Il n'a pas été élevé chez les porcs, excusez-nous. Le tour de table de l'actualité. Ouais. Et Philippe Bilger, le dernier livre de Régis Debray. Ah oui. En de vivants piliers, Régis Debray peut être génial et il est en même temps exaspérant. C'est-à-dire que c'est un homme d'une intelligence fulgurante qui connaît parfaitement la littérature et en de vivants piliers, c'est tiré d'un poème de Baudelaire. Je parle uniquement pour René. J'en étais sûr. Et je connais. Il parle d'un certain nombre de gens, d'écrivains qu'il a admirés. Mais alors, ce qu'il a d'exaspérant, c'est que il a une pensée de son âge, puisqu'il n'est pas loin de 80, peut-être même très proche. Mais en même temps, il a un style un peu exaspérant. Il veut faire de l'esprit à chaque instant, du jeunisme. Il utilise beaucoup les
quick, les choses comme ça. Et c'est très pénible parce qu'on a la certitude d'avoir un très grand esprit, mais le style, parfois, vraiment, est plus qu'agaçant, comme s'il voulait à tout prix faire de la recherche au lieu d'écrire. Il a déjà écrit de magnifiques choses, mais plus simplement pour des lecteurs comme moi. Donc, c'est dommage. Voilà un homme qui est brillant et qui mérite d'être lu, mais qui pourrait peut-être dissuader les lecteurs. Mais je sais pas. Pourquoi vous riez? Pas assez cultivé, je pensais à vous. Mais nous savons lire. Nous savons lire. Est-ce que c'est pas surtout intéressant ce que vous dites? Parce que est-ce que c'est pas aussi pour aller chercher une nouvelle génération, une jeune génération sur des mots qui leur ressemblent plus? Ça pourrait être le cas, Cécile, mais c'est pas le cas. En réalité, parce que ça reste une langue de très grande qualité, mais simplement qui mêle des ingrédients modernistes qui ne lui vont pas du tout, quoi. Il éprouve, et de sorte que ça devient très difficilement compréhensible lorsque vous cherchez à faire de l'esprit, surtout par votre style. À la longue, c'est difficilement compréhensible. Un mot, vous avez lu en début? Je ne l'ai pas lu. Mais est-ce qu'il ne s'est pas fait aider? Parce que c'est quand même une différence par rapport à son style d'avant, non? Non, mais il a changé quand il écrit. Non, mais par exemple, quand il a écrit son beau petit livre sur De Gaulle, pratiquement chaque phrase était une formule d'esprit. Ciselé. Mais justement, là, c'était compréhensible. Non, je ne l'ai pas lu non plus, parce que là, je suis en train de terminer les mémoires de Mimi Mati. C'est quand même un autre livre. Un autre style, c'est un autre style. Vous avez c'est difficile à lire. Difficile à lire. Non, mais peut-être qu'il a voulu essayer un nouveau registre, pourquoi pas? Après non, mais là, vous reprenez en moins bien ce que vient de dire Virginie. Mais non, mais je suis d'accord. Mais c'est vrai, mais il a le droit d'essayer un nouveau style littéraire, pourquoi pas? Mais j'ai pas lu le livre. Donc je peux pas trop en parler. Mimi Mati qui sera de 10h à 10h30 lundi avec Valérie Expert et Gilles Gansman dans l'émission Média. Très bien. J'en suis ravi. Vous pourrez lui faire dédicacer son livre. Il n'a pas écrit d'ailleurs. Pendant que vous êtes là, nouvelle affaire de Roman Polanski. Voilà, nous allons redevenir sérieux parce que le 5 juillet prochain doit sortir un très beau documentaire que j'ai vu qui s'appelle Promenade à Cracovie, qui est un documentaire qui n'est pas très long d'ailleurs, qui dure 1h15. Qui est consacré à l'enfance de Roman Polanski, qui va à Cracovie avec son ami d'enfance, un grand photographe Horvitz, il s'appelait, je crois, Richard Horvitz. Et donc, c'est vraiment un très beau documentaire, très émouvant. Ils sont sur place, ils parlent d'ailleurs en polonais, etc. Ils reviennent sur les endroits où le père et la mère de Polanski ont été arrêtés par les nazis pour être envoyés dans les camps de concentration, etc. Et donc, c'est vraiment très émouvant, très authentique et vraiment hyper intéressant à voir. Et ce qui m'hallucine, c'est qu'il y a des associations féministes qui ont donc protesté et qui ont fait moult pression sur la plupart des distributeurs de films en France, de salles, pour que le film ne soit pas distribué. Ce qui fait que le 5 juillet, il n'y aura que 2 salles en France qui vont distribuer ce film. Une à Paris, une à Rouen. Mais moi, je trouve incroyable cette dictature quand même de la pensée. En plus, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut éventuellement reprocher, bien sûr, à Roman Polanski. Ça, c'est un autre domaine. C'est un sujet tellement, en plus, fort, vraiment, sur l'histoire, sur la Shoah, sur la vie de Polanski, enfant, etc. C'est hyper puissant. Et donc, il y a des associations féministes qui, donc, ont contraint vraiment des distributeurs. Donc, il y a des distributeurs qui ont peur, parce que ça pourrait créer des protestations, vous voyez, s'ils distribuaient le film, qui ont donc cédé. Donc elles ont réussi. Je n'ai absolument rien contre les associations féministes. Non, mais c'est pas le problème qu'elles tentent. C'est le problème, c'est qu'on cède face à ça. Ah oui, non, absolument. Elles ont cédé, mais en même temps, parce qu'il y a un tel mouvement de pression. Mais je voudrais quand même prévenir ces associations pour lesquelles je n'ai absolument rien. Je suis pas en train de condamner leur combat, qui est tout à fait légitime. Mais des fois, elles vont un peu trop loin quand même. C'est que dimanche, il y a le film J'accuse, qui est diffusé sur France 2. Est-ce qu'elles vont faire une manifestation? Est-ce qu'elles vont bloquer France 2? Vous voyez, quelque chose comme ça. Et en plus, à la rentrée, il y a Emmanuelle Seigné, la femme de Polanski, qui a soutenu son mari, qui va sur scène avec sa sœur et Mathilde Seigné pour jouer une pièce qui s'appelle Bagalo 21. Est-ce qu'ils vont aussi faire des actions parce qu'elle a soutenu son mari? Moi, je trouve qu'on est dans une époque absolument incroyable. Mais René, vous avez un point de vue très beau. Cracovie est une ville magnifique, pas loin d'un lieu terrifiant. Oui, bien sûr. Mais en réalité, elle ne tolère pas ces associations qu'on puisse dire, même pas du bien de lui, mais qu'on soit obligé de porter sur lui un regard compatissant. Tout à fait. Ça, c'est intéressant. Virginie Calmel, un mot? Non, mais on a déjà eu ce débat à l'occasion de J'accuse, notamment. Est-ce qu'il faut dissocier l'œuvre de son auteur et ainsi de suite? C'est
complexe quand même. C'est-à-dire que ce qui peut Sauf toujours... que là, c'est pas lui l'auteur. Exactement. Non, ce qui peut déranger, c'est de le mettre en lumière. C'est-à-dire quand même, mine de rien, c'est un côté starification. Moi, j'adore Cracovie. Je pense que ce pan de l'histoire est passionnant. Mais c'est vrai que Polanski, aujourd'hui, il y a des femmes qui se sentent outragées, qu'on finalement le mette un peu à l'honneur. Oui, mais à ce moment-là, on ne peut plus parler de rien. À ce moment-là, on peut plus parler de rien. Je n'adhère pas à cette conception. Il n'y a pas de starisation. Il est avec un autre. Je suis allée voir J'accuse, et donc j'ai fait cette dissociation. Et j'ai d'ailleurs trouvé que c'était un très beau film. Mais je pense qu'on ne peut pas non plus considérer que c'est un peu leur fonds de commerce et elles vivent de ça. Donc elles vont évidemment à chaque fois, dès que Polanski sera prononcé. On est d'accord alors. Voilà. On est d'accord. Le tour de table rapproché à la fin. Mais non, mais je suis pas très loin de René Chiche. Je dis juste qu'il faut pas forcément. Il faut jamais balayer, enfin rayer d'un trait de plume. Il y a quand même eu quelque chose qui peut être dérangeant. Non, mais on n'oublie pas les affaires Polanski. Mais le tour de table de Virginie Calmels, les changements de pied du Conseil d'orientation des retraites. Oui, alors comme vous l'avez lu, le corps nous explique aujourd'hui que la réforme qui est à peine votée, finalement, ne serait pas suffisante pour équilibrer le système. Et là, objectivement, moi, ça m'agace. Ça m'agace, j'en reviens tout à l'heure à Anticor. Est-ce qu'il n'y a pas eu de l'incompétence? Parce que je suis pas sûre que ça fasse les affaires du gouvernement, finalement, toute cette polémique sur Anticor. De la même façon, le corps n'a pas fait son boulot. C'est-à-dire qu'en 2017, rappelez-vous, on nous expliquait que finalement... tranquillement, sereinement, il n'y avait pas urgence pour réformer les retraites. Et d'ailleurs, rappelez-vous, Emmanuel Macron avait repris ça en disant pas question de parler d'âge pivot, pas question d'allonger les durées de cotisation. Donc au fond, c'était un peu dormez braves gens, il faudra une réforme des retraites, mais à minima. Et c'est pour ça qu'on a eu quand même un grand débat sur la réforme à point. Et puis 2022, là on nous explique que oui, il va y avoir un déficit, mais enfin on parlait de 13 milliards, ce qui était une goutte d'eau quand même comparé à tout ce qui s'était passé avec le Covid. Et le corps n'a pas du tout joué son rôle pour sensibiliser les Français au fait qu'il était plus qu'important de faire une réforme des retraites. Il a même plutôt fait le contraire, c'est-à-dire qu'il a donné du grain à moudre à tous les opposants de la réforme des retraites, alors qu'on sait tous qu'on vit beaucoup plus longtemps et que c'était pas absurde quand même de dire qu'il fallait décaler l'âge de départ à la retraite. Donc aujourd'hui, patatras, le corps nous dit bah non, finalement cette retraite n'est pas suffisante. Moi, je vous avoue que ça m'agace et donc j'en reviens à la question, est-ce qu'on n'a pas un sujet de compétence à un moment donné, d'organismes qui ramènent leurs fraises sur des sujets majeurs pour les Français, mais en donnant des indications, voire des injonctions contradictoires. Et ils ont quand même accrédité beaucoup de refus de la réforme des retraites parce que justement on les pense en sachant et ayant les chiffres que les Français n'avaient pas. J'avais été frappé à l'époque, sans y connaître grand-chose sur les retraites, le fait que certains invoquaient le corps, d'autres le dénonçaient. Exactement. Donc il y avait une certaine ambiguïté. René Chiche. Non, mais moi je pense aux Français de base qui doivent ne plus rien comprendre à tout ça. Ce que vient de dire Virginie. Mais pas que tout le monde. Oui, nous, personne. Voilà, on ne comprend plus rien à cette réforme, à ces arguments. Bien sûr. Bien sûr. Non, mais en plus, la démonstration de Virginie était extrêmement brillante. Voilà. Mon Dieu. Mais je termine en beauté. C'est fou. Oui. En tout cas, dans un instant, le coup de projecteur des vraies voix. On va revenir sur ces 17 propositions de loi votées sur 574. Les propositions de loi jettent-elles finalement un coup de com'? Est-ce que c'est un coup de com' des députés? Est-ce que finalement, on a besoin d'exister à un moment donné? On dit un peu tout et n'importe quoi. Et finalement, ces propositions de loi sont ni votées et surtout pas écrites. Voilà, on en parle dans quelques instants. Tout de suite. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et avec nous jusqu'à 20h, Virginie Calmels est avec nous, René Chiche et Philippe Bilger. Et vous, au 0826 300 300. On est ravis de vous retrouver. N'hésitez pas, bien entendu, à commenter. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc déposé par centaines chaque année en 2023, le nombre de propositions de loi a été multiplié par 4, ce qui est énorme. Sur les 574 textes déposés, 70 ont été examinés en séance et seuls 17 ont été adoptés. Les députés déposent donc des sujets parfois surprenants, qui n'ont pas vraiment vocation visiblement à aboutir. Serait-ce un bon coup de com' pour se faire remarquer? Visiblement, vous dites oui en majorité, Philippe. Oui, surtout quand on dépose une proposition de loi pour
pour interdire la vente de galettes des rois en grande surface, pour reconnaître le cheval comme un animal de compagnie, ou encore pour empêcher le blocage des partages de codes Netflix. De manière générale, c'est une question qui se pose. Est-ce qu'aujourd'hui, les lois, c'est fait pour se faire un nom? Est-ce que c'est fait pour s'amuser? Ou est-ce que c'est fait pour faire avancer le schmilblick? Comme disait Sarkozy, Coluche, on a eu la réforme à billes, on aura la réforme à poil. Dans tous les cas, appelez-nous au 0826 300 300. Oui, c'est une phrase de Coluche. Oui, et Franck Tapiro est avec nous. Bonsoir Franck, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes publicitaire et spécialiste en com politique. Philippe Bilger, est-ce que c'est vraiment nécessaire, ces coups de com des députés? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est pas déceptif? D'abord, je suis ravi. Franck Tapiro avait été annulé, je crois. Il était venu récemment et on avait dû. Et il nous avait manqué. Et la chance de l'avoir. Voilà. Alors, comment dire évidemment, on peut trouver parmi les propositions de loi des propositions de loi farfelues, incongrues, qui permettent simplement à celui qui la propose de se faire connaître comme député. Mais derrière cela, je vois tout de même une opportunité de liberté et l'occasion de desserrer un peu ce que la Constitution de la Ve République a permis, cette sorte de rationalité parlementaire qui fait que le pouvoir exécutif a la main, que les projets de loi ont une emprise très forte sur la vie parlementaire, et donc j'exclus les propositions farfelues, mais je pense qu'il n'est pas inutile tout de même de permettre à des députés, inspirés par des idées valables, de pouvoir formuler des propositions de loi dans les quelques intervalles que le parlementarisme rationalisé leur laisse. Virginie, moi, je vais mettre un petit bémol parce que je pense que vraiment, nous sommes dans un pays qui légifère beaucoup trop. Donc, je crois qu'on a une surenchère de lois, de propositions de lois. Enfin, déjà, les lois en général, et puis des propositions. Alors là, n'en parlons pas. Et je pense quand même que ça, c'est la remarque numéro 1. On légifère trop. Faisons plutôt appliquer les lois. Voilà. Moi, je pense qu'on a un problème d'exécution. On a énormément de lois déjà votées qui, si elles étaient appliquées, résoudraient énormément de problèmes dans notre pays. Donc la surenchère de lois me pose un problème, point numéro 1. Point numéro 2, je l'avais proposé modestement, on devait être en 2016 dans la primaire de la droite. Je trouvais qu'il y avait peut-être une suggestion, c'est d'éviter que les lois ne portent le nom des personnes, des ministres ou des députés qui le font souvent par ego personnel pour avoir une loi qui porte leur nom. Et je pense que si on n'accolait plus le nom, d'ailleurs vous savez qu'en fait ça c'est un abus de langage, puisque une loi porte pas le nom de la personne, mais les journalistes font des raccourcis et on parle de la loi Leonetti ou la loi Tartemol ou la loi El Khomri, etc. Exactement. Et je pense que si on avait pris collectivement l'habitude de ne pas citer les noms, on aurait peut-être un peu moins de surenchère législative et du coup, pour moi, un peu plus d'efficacité dans l'exécution plutôt que de vouloir des projets de loi qui derrière, en plus, pour beaucoup, sont pas appliqués. Et si cette loi passe, Virginie, elle portera pas votre nom. Voilà, exactement. Et je ne revendiquerai pas qu'elle le fasse. Alors, bon, effectivement, à part quelques propositions de loi farfelues dont on a parlé, moi je suis plutôt d'accord avec Philippe Bilger, parce que la fonction du député, outre le fait de représenter le peuple à l'Assemblée nationale, c'est quand même aussi de proposer des lois, de s'exprimer, de faire preuve parfois de créativité, qui font avancer les choses. Et moi je trouve que c'est bien que les députés puissent avoir ce droit. Je trouve qu'il ne faut pas empêcher les députés de proposer des choses pour la vie quotidienne des Français, pour le pouvoir d'achat, pour la sécurité. Je trouve que c'est important. Et moi, je ne suis pas du tout contre le fait qu'on puisse associer le nom d'un député. Au contraire, je trouve ça plutôt noble. Je veux dire, on parle bien, même si on parle de l'avortement, on parle bien de la loi Veil pour l'anti-avortement, oui, des choses pour l'avortement. Donc moi, je suis favorable à cette expression démocratique député, parce que imaginons qu'on bloque un peu le droit des députés à faire des lois, poser des lois. Là, on dirait que le Parlement serait bâillonné, vous voyez, qu'il y aurait une sorte d'autorité du pouvoir exécutif. Donc moi, je suis contre. Alors maintenant, il y a autre chose aussi. Est-ce que des fois, les députés ne sont pas peut-être cornaqués par des conseillers de parti ou des conseillers en communication
pour essayer de lancer un débat. Vous voyez, il y a des fois des députés qui lancent des projets comme ça, des idées, finalement, en sachant que le projet n'ira pas loin. Mais ça permet de lancer des débats. Je sais qu'il y avait un débat, là, je crois, par le patron du groupe, pas le patron du groupe Renaissance, mais le patron d'une commission, la Sacha Houillet, qui a voulu lancer un débat sur l'immigration, qui a lancé une sorte de projet de loi, etc., sur la sécurité de l'immigration. Mais finalement, c'est un petit peu pour lancer une idée, quoi, mais pas vraiment pour faire les ballons d'essai. Voilà. D'ailleurs, après cette conférence, on aimerait bien lancer le débat. Franck Tapiro. Alors, ça va être vraiment question pour un champion ce soir, parce qu'il y aura un vrai 50-50. Je suis évidemment de l'avis de mon amie Virginie, pour plusieurs raisons. D'abord, la première raison, c'est qu'on n'arrête pas de se plaindre, et d'ailleurs je le fais souvent à votre antenne, du manque de sens de l'action politique, on va dire même du sens même de la politique tout court depuis quelques années. On voit bien qu'il n'y a plus de vision, pratiquement plus d'ambition. Je vous mets au défi d'ailleurs d'expliquer aujourd'hui à des jeunes ce que ça veut dire être de gauche et être de droite. Si c'est être comme Mélenchon, comme Marine Le Pen, je pense qu'on va être vraiment très très loin du compte. Donc aujourd'hui, on a ce besoin de sens, cette quête de sens. C'est pas en faisant faire n'importe quoi aux députés, qui, je vous le rappelle, parce que j'ai été aux législatives, donc si j'ai été député aujourd'hui, je vous dirais exactement l'inverse de ce que vous venez de dire, c'est que non, moi j'y vais pour représenter d'abord ceux qui m'ont élu, premièrement, et deuxièmement, faire en sorte que même si je veux créer un débat, il ait du sens et qu'il soit surtout débattu par le plus grand nombre. Mais regardez les chiffres sont terribles. 97% de rejet. Donc ça ne veut pas dire que de temps en temps il y a une bonne idée. C'est-à-dire que la majorité c'est n'importe quoi. Donc encore une fois, dans l'intention, je peux imaginer, si les gens étaient aussi intelligents qu'à l'époque, en politique, s'il y avait une vraie volonté par leur ego et leur mise en avant, je serais d'accord avec vous, mais regardez le résultat. Il n'y a rien qui ressort de cela. Donc ça veut bien dire que même si on peut imaginer que, bien entendu, un député prenne la parole pour proposer, créer un débat, mais il faut que le débat soit bon. Et fortiori, ils sont complètement nuls, puisque 97% sont rejetés. Donc, moi, de grâce, j'aimerais qu'on réinitialise, qu'on redise ce qu'est député. C'est une représentation, d'abord, d'un territoire, mais c'est surtout créer un débat utile pour tout le monde et, je l'espère, discuter au sens grec. C'est-à-dire qu'il y a au moins une partie de l'Assemblée pour, une partie de l'Assemblée contre. Là, il n'y a rien du tout. Franck Tapiro, je rebondis sur ce que vous dites et ce que vous dites, René Chiche. Créer un débat, faut-il encore que l'Assemblée soit pleine? C'est-à-dire que faire des propositions de loi quand il y a 4 personnes dans l'Assemblée, ça n'a aucun intérêt, en fait. C'est ça aussi le problème. Et est-ce qu'il ne faudrait pas aussi obliger de dire que l'Assemblée, quand on fait une proposition et qu'on veut créer un débat, il faut que l'Assemblée et que toutes les parties soient réellement représentées. Sinon, c'est quoi l'intérêt? Franck Tapiro. C'est vraiment là-dessus de ce que je viens de dire, c'est qu'aujourd'hui, vraiment, on a l'impression qu'en fait, les personnes sont même plus dans une majorité ou dans une opposition, même plus dans un parti. Ils sont seuls. Ce sont des égos additionnés à d'autres égos. Donc moi, je suis complètement d'accord avec vous. Il devrait y avoir une forme de collectif, même quand on n'est pas d'accord. Surtout quand on n'est pas d'accord. La raison d'être de l'Assemblée nationale, c'est justement exposer les idées pour avoir une contradiction ou alors une adhésion totale, mais qui est un débat constructif. Parce que parfois, même si un projet de loi n'est pas accepté, le débat est formidable, on apprend. L'opposition peut apprendre aussi. On a malheureusement des oppositions, vous le savez très bien, et Virginie le sait, qui votent par principe contre, même quand ils sont pour à 200% pour ce projet de loi. J'ai vu nombre de députés de gauche et de droite voter contre des projets de la partie adverse alors qu'ils étaient complètement pour depuis des années et des années. Ça veut bien dire qu'il y a trop d'ego, il y a des mouvements de partis qui sortent complètement du cadre de la représentation d'abord nationale, de ce que représente aujourd'hui les territoires que représente l'Assemblée nationale, mais surtout, on passe à côté des vrais débats. Donc on crée des faux débats débiles, désolé, et les vrais débats de fond, on les oublie. Reprenez encore une fois les chiffres et sentez dessus. Philippe Bilger veut réagir. Je vous trouve un peu sévère tout de même. L'Assemblée nationale n'est pas qu'un problème d'ego. Et d'autre part, je suis frappé d'entendre en permanence évoquer les vrais débats. Et quand on demande desquels il s'agit, on ne sait pas nous le dire. Mais plus sérieusement, Franck, je voudrais vous questionner. Comme on parle des propositions de loi, est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer que les projets de loi d'inspiration gouvernementale évidemment concerne la réalité de la France dans son rôle international régalien et que les propositions de loi pourraient être le fait des députés qui sont au contact de la réalité des territoires, qui connaissent les préoccupations des Français et qui pourraient justement les mettre en œuvre dans des propositions de loi alors que le pouvoir suprême peut avoir tendance à considérer que ces intendances ne le concernent pas. Franck Tapiro. C'est ça la bonne dialectique entre justement un gouvernement, quel qu'il soit, et l'Assemblée nationale. Et le Sénat, il ne faut pas oublier, le rôle du Sénat aussi derrière, mais c'est justement
être très complémentaires. Et moi, j'adore l'opposition quand il y en a une réelle. Mais encore une fois, analyser, parce que j'ai bien regardé, je me suis renseigné sur ces 97%, ce sont parfois des projets de loi qui ne sont d'abord ni documentés, ni financés, qui sont complètement farfelus, en dehors de tout cadre. Donc ils ne devraient jamais être présentés. Donc je suis d'accord avec vous. Mais demain, bien entendu, moi j'appelle au contraire tous les députés à se réunir pour avoir des projets de loi, surtout qui correspondent réellement à ce que veulent les Français. Même s'il y a, et on le sait en France, hein, une opposition permanente et une vision d'un même sujet parfois radicalement différente. Mais c'est ça l'intérêt. Et je trouve que regardez dans les débats aujourd'hui, ils vous intéressent, vous, les débats depuis quelques années à l'Assemblée nationale? Moi, je me les tartine parfois, mais je m'endors. Voilà pourquoi, d'ailleurs, certains députés, c'est scandaleux, ne viennent pas à l'Assemblée. Parce qu'ils disent, je ne sers plus à rien. Il faut dire la vérité. Il y a des centaines de députés aujourd'hui qui vous disent, je ne sers plus à rien. De toute façon, le 49.3, etc. Donc, ils le vivent très très mal, leur vie de député. 2, on assiste à des débats épouvantables avec des projets de loi débiles, pas documentés, pas financés, qui ne correspondent à rien. Donc, il y a une déconnexion aujourd'hui de cette représentation par rapport au vrai peuple français, sans vouloir faire mais par rapport aux Français. Et tout s'est déconnecté, on aura ce genre d'émission, vous verrez l'année prochaine, on sera de 97 peut-être à 99%, malheureusement. Donc il faut revenir peut-être à l'ADN de à quoi sert finalement un député, les rôles aussi des groupes à l'Assemblée, et les groupes, on voit bien les bisbis qu'il y a entre eux, les tractations, les traquenards parfois, et après les projets de loi. Encore une fois, je dis absurde. Moi, je vous mets au défi de passer 1 heure par semaine à écouter les débats et vous le verrez. Virginie Calmès veut réagir. Non, mais je suis d'accord avec tout ce que vient de dire Franck Tapiro et je rebondissais sur ce que disait Cécile tout à l'heure. C'est qu'on a quand même un problème aussi de présence à l'Assemblée. Je rappelle qu'a été voté le non-cumul des mandats. Moi, j'y suis plutôt opposée parce que je crois, enfin, avec un seuil, bien sûr, mais je crois qu'être député et maire d'une petite collectivité n'était pas choquant dans la mesure où il y avait un taux de présence qui était suffisant. Et on se rend compte que c'est pas parce qu'il y a le non-cumul que finalement l'Assemblée est plus pleine. En revanche, elle paraît déconnectée du concret et du terrain. Justement, en n'ayant pas un autre mandat local qui permettait d'avoir ce lien, cette fluidité. Et par ailleurs, pardon, mais là, c'est les groupes qui font effectivement pas leur job. La liberté, ça va 5 minutes. Quand on se ridiculise avec des propositions fantasques comme le partage des comptes Netflix, pardon, mais je veux dire, non seulement ça fait pas de la publicité à Monsieur Boyard, mais pas à toute la NUPES. Donc il y a un moment donné où je crois quand même, et notamment les partis de gouvernement, que c'est là qu'ils doivent agir. Il faut qu'il y ait des présidents de groupe qui évitent évidemment d'avoir des propositions de charlots qui, du coup, dénaturent totalement la fonction et donnent à la France entière un triste visage de la politique et de l'Assemblée nationale. Notre vraie voix du soir est avec nous. Céline, rebonsoir. Alors, bonsoir. Franchement, tout a été dit, mais moi, je suis évidemment de l'avis qu'il n'y a plus véritablement de débat de fond et que, en effet, quand on regarde les discours à l'Assemblée nationale, c'est souvent, mais très très pathétique quand même. Enfin, moi, je suis juriste et c'est vrai que souvent, je suis choquée déjà de voir comment les gens se parlent et qui sont quand même soi-disant des modèles et de la médiocrité, des débats. Donc, alors après, on peut toujours se dire qu'on a, entre guillemets, les législateurs qu'on mérite, puisque ces gens-là ne sont pas là par hasard. Ils ont été élus et que finalement, c'est peut-être le reflet de la société qui, aujourd'hui, ne sait qu'aboyer les uns sur les autres et avec un niveau de réflexion proche du néant. Franck Tapiro, c'est quand même assez dur, un niveau de réflexion proche du néant. C'est dur, mais est-ce que, quelque part, qui aime bien châtie bien dans les propos de Céline ? Non, je suis désolé, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'on partage pratiquement tous quand on s'y intéresse vraiment. Écoutez les propos, écoutez même la façon de s'exprimer. Moi, je m'intéresse à ça parce que c'est aussi mon métier, la communication. Mais la plupart de ces députés, déjà, ne savent pas s'exprimer en public. C'est quand même incroyable. Alors, ils peuvent parfois bien préparer leur dossier, pour la plupart, et je vous dis très très peu, mais même quand c'est bien préparé, regardez la problématique qu'ils ont à s'exprimer. C'est de la communication, mais c'est surtout créer de l'émotion, créer d'ailleurs de l'adhésion, ou créer de la controverse. C'est ça le talent. Il n'y a plus de talent. C'était médiocre à l'époque. Aujourd'hui, je vous dis, c'est carrément nul. Il faut le reconnaître. On prend toujours les mêmes députés, d'ailleurs, qui font leurs envolées lyriques. Ils ont même leur chaîne sur YouTube, etc. Mais il y en a 1, 2, 3. Il y en a très très peu. Donc ça montre quoi? Ça montre que non seulement il n'y a plus de sens, non seulement il y a de la violence, parlons-en. Regardez comme ils se parlent. Et les bras d'honneur, et les insultes et les noms d'oiseaux. Moi, j'appelle ça
le cumul de mandats, à défaut d'avoir un cumul de mandats. René Chiche, qui apprécie le jeu de mots. Oui, énormément. Non, mais j'apprécie aussi Franck Tapiro. Moi, je trouve que c'est quand même extrêmement pessimiste, hein, le discours que vous avez, parce que moi, j'ai quand même plus... Non, mais excusez-moi, je vais prendre la défense de Franck Tapiro. Non, mais c'est pas... Rappelez-vous, dans les années 70, rappelez-vous comment étaient les députés. Moi, j'ai vu une photo il y a quelques jours de Marchal Lajoyer. J'ai pas pu placer... Mais c'est un cliché. J'ai pas placer une phrase. Non, mais... Je trouve que quand même là, on tombe dans un excès, vraiment, disant que l'Assemblée est une assemblée de nuls, que sont tous des incompétents. D'abord, ça favorise l'anti-parlementarisme à outrance, de dire ça. Ça favorise un certain camp. Il y a des excès parfois, effectivement. En particulier actuellement, chez qui? Chez LFI, il faut bien le reconnaître, c'est surtout eux qui sont vexés. Les autres partis ont parfois des défauts, etc. Mais Europe Écologie Les Verts aussi. Oui, un peu, oui, c'est vrai. Aussi un peu. Rousseau, on peut dire qu'elle n'est pas régulièrement dans la mesure. Attention, Sandrine Rousseau, que je n'approuve pas vraiment, elle a quand même ses convictions, elle a un discours qui est quand même plus structuré qu'un Louis Boyard, par exemple, vous voyez, à mon avis, son opinion. Mais maintenant, on dit que les députés sont pas toujours présents à l'Assemblée, mais il faut peut-être aussi croire que les députés sont parfois dans leur circonscription. Ils ont le droit d'être dans ces conscriptions. Et en plus, les grands débats de l'Assemblée nationale... Regardez LCP ou vous regardez les chaînes, vous voyez le nombre de fois où l'Assemblée est vide, quoi. Oui, mais il y a aussi, excusez-moi, mais à l'Assemblée, il y a aussi beaucoup de travaux en commission. Et quand on vote des lois à 4h du matin, enfin non mais attention, il y a aussi les commissions, je connais aussi un peu. Moi, quand j'étais à la 5e, on faisait une émission qui s'appelait la journée du Parlement, il y a des commissions qui travaillent du matin au soir, faut pas croire. Et en plus, les grands débats dont on parle à l'Assemblée, c'est souvent sur des sujets sociétaux. Je sais pas si vous venez, la loi sur la loi Veil, la loi sur le pacte. C'est souvent sur des débats sociétaux qu'il y a des grands débats. On va pas avoir un grand débat sur le transport, où là, par exemple, il y a un député Renaissance qui a fait une loi très axée sur la vie quotidienne concernant les squatteurs et le logement. Bah, c'est un député qui est pas très connu, qui a fait une loi qui va œuvrer pour la vie quotidienne. Moi, par contre, avec tout le respect que j'ai pour Franck Tapiro, qui est un excellent professionnel dans son domaine, je ne suis pas du tout d'accord dans ce discours anti-parlement, anti-député. C'est tous des nuls, ils n'ont pas le niveau. Anti-parlementaire. Un peu catastrophique. Excusez-moi, je n'ai jamais dit ça, c'est exactement l'inverse que je dis. C'est un discours pour dire, au contraire, revenons à la vraie Assemblée, revenons au vrai sens de la représentation nationale. Oui, mais vous dites qu'actuellement, c'est des nuls. Vous dites qu'actuellement, c'est des mauvais. Mais il y a des propositions de loi qui sont des nuls. J'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, la médiocrité est absolue et il y a une nullité phénoménale. La preuve, ce chiffre de 97% est non seulement un signe, et deuxièmement, regardez, comme je le fais de temps en temps, regardez les débats, regardez le niveau des débats, regardez la violence. Quand on a une telle violence, c'est qu'il y a, oui, une copie à revoir totalement, de A à Z, dans la décence, dans le comportement. Non mais excusez-moi, les débats au Parlement ont toujours été violents. Les débats au Parlement ont très souvent été violents. Mais oui, d'accord, mais il n'y avait pas cette teneur et cette violence particulière. Rappelez-vous, la dernière fois qu'on a vu, il y a 50 ans, quelque chose de très violent, c'est malheureusement Simone Veil qui s'est fait insulter de tous les noms, et de salope, et de traîner pour le vote de l'IVG. Il y avait une chance à l'époque, c'est qu'elle n'était pas dans la surenchère, elle laissait parler, elle calmait le jeu, elle y allait. Aujourd'hui, prenez le même débat déplorable. Hein. Prenez le même débat aujourd'hui, mais ça finit avec des jets des hurlements et des bagarres. Encore une fois, il y avait, quand on était insulté à l'époque, il y avait une certaine élégance, une certaine classe. Il n'y en a plus du tout. Pour aller de Boyard, mais on ne tire pas sur une ambulance. Boyard, on va dire, pour moi, c'est la traduction même de ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Vous vous rendez compte que Boyard a une notoriété inouïe. Si on faisait de tous les députés en termes de notoriété, il serait parmi les premiers. C'est normal, ça? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, Boyard? Restez avec nous. Pourquoi il a voté? Restez avec nous, Franck Tapiro. On fait une toute petite pause. On revient dans un instant. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Les débats continuent. Les débats continuent et on retrouve notre expert, Franck Tapiro, qui est avec nous sur ce sujet, effectivement, des propositions de loi. Est-ce que, et on disait très peu, je crois que c'est 17% aujourd'hui qui arrivent au bout et qui sont votés, c'est ce dont on parle en se disant est-ce que finalement ce sont des coups de com'. Franck Tapiro, vous êtes avec nous. Effectivement, si on fait tous le constat de dire que le niveau a baissé, que c'est compliqué, qu'on ne comprend rien, que finalement rien n'aboutit, quelles sont les solutions possibles? Qu'est-ce qu'on peut proposer? Il faudrait, c'est vrai, revoir ce que j'ai dit tout à l'heure, de fond en comble, quel est vraiment le rôle d'abord du député, réinitialiser un peu tout ça, mais surtout que les groupes s'entendent sur des règles communes. Moi, franchement, quand je regarde l'Assemblée, il n'y en a qu'une que j'admire, c'est Yael Braun-Pivet. Je ne sais pas comment elle fait, d'abord pour garder son calme et pour être extrêmement dur au bon moment.
Je trouve vraiment qu'elle est formidable. Alors, s'il y en a une vraiment qu'il faut mettre en avant, c'est vraiment elle. Et je pense que tous les groupes, à un moment, devraient se regarder dans les yeux en se disant, attendez, on est ridicule. On est ridicule. LFI, j'en parle même pas parce que je pense que c'est une secte, encore une fois. Ça peut pas être comparé à un parti politique. Ah, c'est mon point de vue que je partage avec moi-même depuis une dizaine d'années. Je parlais de LFI, maintenant la NUPS, depuis que c'est la NUPS, hein, ils sont complètement sectaires et donc eux, ils aiment bien faire des coups de gueule, etc. Mais on va dire, les autres, on ne les entend plus. Pourquoi ? Parce qu'ils sont un peu paralysés, tétanisés. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un problème d'attitude, de comportement, d'élégance, de courtoisie. Il y a des gens qui n'arrivent plus à parler, ils se font insulter du début à la fin. Et je sais que parfois, les équipes de réalisation de télé font exprès de mixer le son pour qu'on n'entende pas toutes les horreurs. Et après, on voit des bras d'honneur, des noms d'oiseaux. Mais franchement, il devrait y avoir des sanctions. Malheureusement, on ne parle qu'à des adultes. L'éducation, c'est trop tard. Il faut passer à la sanction. Je trouve qu'un député qui se comporte mal doit être exclu pendant un moment. Il faut qu'il y ait des sanctions beaucoup plus dures, beaucoup plus fortes pour marquer le coup. Pourquoi ? Ce ne sont plus des exemples. Alors qu'avant, il y avait une exemplarité du député à tous les niveaux. Il n'y a plus d'exemplarité. Et regardez, d'ailleurs, on n'a plus en politique. Les personnages préférés de l'État en France, c'était qui avant en politique ? C'était les maires. Regardez le nombre de maires aujourd'hui qui démissionnent chaque mois, chaque jour, chaque semaine, même eux, alors qu'ils étaient adorés des Français. Il y a une telle violence contre la classe politique dans son ensemble qu'aujourd'hui, même les maires ne veulent plus faire leur métier. Donc, à un moment où on fait, comme d'habitude à la française, le déni, et champion du monde du déni, toutes catégories confondues, on ne fait rien, on se retrouve dans 10 ans, et on se dit, oh, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Ou alors, on se regarde dans les yeux, et on dit, voilà, on arrête de conneries, il y a une sanction dehors, et à un moment, voilà, appliquer des sanctions très fortes. Il y a les Quatennens, il y a l'histoire de Quatennens, avec quelqu'un qui agit d'une façon inouïe, et qui est défendu par toutes les filles de la LFI et de la NUPS. Mais c'est quand même dingue. C'est une secte qui dit aux autres, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Donc il faut des règles pour tout le monde, que tout le monde rentre dans le cadre, et à un moment, calmez le jeu. Vous savez, si la société française devient violente, c'est qu'elle a un exemple formidable. C'est la politique qui devient violente. Merci beaucoup. C'est le contraire. Merci beaucoup, Franck Tapiro. Merci mille fois d'avoir été avec nous et merci de ce témoignage. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Merci René Chiche. Merci Virginie Calmels. On vous retrouve demain dans le 17e pour un salon de l'alternance. Futurae sera présent pour le salon de l'étudiant des masters en alternance. Vous y serez, ma chère Virginie ? J'y passerai probablement soutenir mes équipes. Précisément à ce moment. Philippe, on se retrouve lundi 17h. Ouais. Et tout de suite, sur Sud Radio, pas de vraie voix du sport, mais 3 quarts d'heure de bonheur. L'interview exceptionnelle d'Antoine Dupont par Patrick Roger. Et inutile de dire que ça donne déjà des frissons en pensant à la Coupe du Monde qui commencera le 8 septembre avec un dispositif exceptionnel sur Sud Radio dont on a parlé hier. Merci beaucoup à nos équipes. Merci à Lucille qui a remplacé Benoît avec brio. Et puis on se retrouve lundi à 17h. Passez un excellent week-end. Salut.